Tous, ravi d'être avec vous et merci à toi Olivier d'organiser ces conférences pendant le confinement. Donc, on va parler aujourd'hui de l'aviation et des as dans la Première Guerre mondiale, donc la Grande Guerre de 1914-1918. C'est un conflit qui éclate peu après les débuts de l'aviation. Vous savez que c'est vers 1908 que on commence à avoir les premiers engins qui volent vraiment, et à partir de là, les choses se développent assez vite. Et quelques années plus tard, vers à partir de 1911, 1912, 1913, on commence à avoir une aviation avec différents modèles, différents exploits qui sont réalisés, la traversée de la Manche, et une aviation qui se développe comme une pratique avant tout sportive, avec des meetings aériens, des records, des interviews, des journalistes, etc. Mais vous avez déjà très tôt des gens qui sont dans l'armée et qui réfléchissent à la guerre à venir, puisqu'on est en France et on se prépare déjà au conflit avec l'Allemagne, que l'avion peut être utilisé comme une arme de guerre. Et ces gens qui, au départ, sont relativement isolés, puisque c'est un côté un peu élucubration pour les hauts gradés de l'état-major. Ces gens, de leur point de vue, la Première Guerre mondiale va éclater à point nommé. Sur la Première Guerre mondiale, en France, elle va trouver en France un des pays les plus avancés dans l'utilisation de l'avion, mais également dans sa capacité à produire des avions de qualité, puisque beaucoup des meilleurs fabricants d'avions à cette époque sont français. Et ça va donc donner raison à ces visionnaires de l'utilisation militaire de l'avion. Et donc l'avion va passer d'un objet mécanique qui sert à faire du sport, à battre des records, à statut de l'arme. Une arme de guerre qui va être employée de façon rationnelle pour faire des morts, mais également pour avoir d'autres utilisations sur le champ de bataille. Et c'est quelque chose qui va énormément accélérer, qui va agir comme un catalyseur pour l'aviation. Elle va se développer de façon extrêmement rapide. On va avoir de plus en plus d'avions, de plus en plus de pilotes, de plus en plus d'importance de l'armée aérienne tout au long de la Grande Guerre. Et c'est pas quelque chose qui va s'interrompre après celle-ci, bien au contraire. Et ça va donc redéfinir l'identité de l'aviation. Et ça passe du statut de simple invention au statut d'arme. Et donc, cette invention de la guerre aérienne, elle va avoir pour effet de créer aussi une nouvelle culture pour l'aviation, puisque l'aviation, c'est quelque chose qui passionne beaucoup de gens, et les pilotes sont des gens qui peuvent devenir très célèbres, et sous l'effet du conflit, cette conception, cette vision que les gens vont avoir de l'aviation et des aviateurs va évoluer et créer une figure qui fait partie de la culture de l'aviation, qui est celle de l'as. Donc, on va avoir un propos en 3 temps. On va d'abord s'intéresser à la façon dont l'aéronautique est militarisée, la façon dont ça passe de quelque chose qui semble d'usage pacifique, puisque la compétition sportive, c'est censé remplacer la guerre, c'est aussi quelque chose qui permet de dépasser les frontières, qui crée une fraternité aéronautique de pays à pays, mais désormais, avec le conflit, ça va très vite devenir avant tout une arme de guerre. Ensuite, on verra comment est-ce que la guerre aérienne en elle-même se développe, comment est-ce qu'elle va évoluer au cours du conflit, et puis parce que de la même façon que la Première Guerre mondiale peut se raconter du point de vue des tranchées, elle peut aussi se raconter dans les airs. Ça peut aller à l'encontre de la vision vraiment comme un conflit très statique, puisque dans les airs, vous avez une bataille permanente qui évolue et qui se densifie tout au cours du conflit. Et enfin, on va s'intéresser non pas à l'aviation, mais aux aviateurs eux-mêmes, et voir comment est-ce que, en devenant des combattants, les aviateurs vont se redéfinir, évoluer et passer du statut de vedette à celui de héros pour certains. Donc, il faut commencer avec le temps des pionniers de l'aviation militaire. Donc, l'aviation militaire, c'est quelque chose qui intéresse notamment l'armée française de façon assez précoce. Dès les premiers vols des frères Wright, vous avez des militaires français qui viennent les voir. Et parmi ceux dans l'armée française qui croient à l'aviation comme une arme de guerre, vous avez le capitaine Ferdinand Ferber, que vous voyez ici. Alors, sur cette carte postale, vous voyez que son nom de capitaine Ferber est entre parenthèses à côté de la mention de rue. Alors, de rue, c'est le pseudonyme du capitaine Ferber.
Il a pris un pseudonyme parce que l'aviation n'est pas très bien vue au sein de l'armée et vous avez une culture très disciplinée dans l'armée française qui veut que si on veut expérimenter, si on veut sortir des cadres de pensée, il faut le faire discrètement et Ferdinand Ferber est obligé de prendre un pseudonyme pour pouvoir participer à des meetings aériens. Donc il devient un des premiers virtuoses de l'aviation. Néanmoins, sa carrière va s'arrêter assez vite, puisque en septembre 1909, alors qu'il teste un modèle, le modèle va porter sur le côté, la roue va heurter une motte de terre et Ferdinand Ferber va tomber de son avion et va être écrasé par le moteur et devenir ainsi un des premiers martyrs de l'aéronautique. Alors, parmi les pionniers, donc vous avez Ferber qui est un pilote, mais vous avez des gens un peu plus haut gradés. Alors là, vous avez les deux pionniers de la conception, plutôt de la définition d'une doctrine militaire de l'utilisation de l'avion. Vous avez un Français, donc c'est le commandant Charles Tricorno de Rose, celui avec la moustache tombante, et vous avez un Italien, celui avec la moustache qui monte à droite, Giulio Douai. Donc Douai et De Rose, sont des militaires qui vont chacun de leur côté dans leur pays respectif promouvoir le développement de l'aviation, mais comme objet militaire. Donc De Rose va se démener pour que l'armée fasse l'acquisition d'un premier stock d'avions militaires et il va mettre en place une certification militaire, le brevet militaire d'aviation, et c'est lui qui obtient le tout premier brevet militaire français de pilote. Pour ce qui est de Douai, alors Douai est plus un stratège et Douai va déjà à ce moment-là commencer à réfléchir au potentiel de l'utilisation de l'avion et à son intégration dans la guerre. Et Douai, comme il est italien, il sait relativement de quoi il parle, puisque ce sont les Italiens qui ont fait le premier bombardement de l'histoire. Donc, à l'époque, les Italiens ne produisent pas vraiment d'avions, mais ils peuvent acquérir des avions français. Donc là, en l'occurrence, c'est le Blériot 11, celui que vous voyez là en couleur. C'est un modèle assez connu puisque c'est le modèle qui a traversé la Manche et c'est un modèle qu'on retrouve dans l'aviation française, mais aussi dans l'aviation italienne au début de la guerre. Donc le tout premier bombardement de l'histoire, il a lieu le 1er novembre 1911 dans le cadre de la guerre italo-turque. C'est quand l'armée italienne attaque l'Empire ottoman pour conquérir ce qui va devenir la Libye. Et comme l'armée italienne possède des avions, elle s'en sert pour observer les mouvements de troupes des Ottomans. Et vous avez un pilote qui s'appelle Giulio Gavotti qui va avoir l'idée d'embarquer 4 grenades dans son avion et qui va les jeter sur une colonne de troupes ottomanes près d'une oasis. Donc ça, c'est le tout premier bombardement de l'histoire. Il va faire absolument 0 victime puisque et absolument aucun dégât puisque ouais, c'est juste de jeter des grenades de très haut sans pouvoir vraiment viser. Mais l'idée est là et certains se mettent à penser que l'avion peut servir non seulement à observer les mouvements de l'ennemi, ce qui est extrêmement important, extrêmement utile, mais aussi à bombarder l'ennemi, à l'attaquer avec l'avion en se servant des propriétés de l'avion. Cette idée d'utiliser l'avion dans le cadre de la guerre, elle est censée être interdite. En 1899, on a signé une des conventions pour la civilisation, enfin pour le droit de la guerre. Et dans cette convention, on a interdit les bombardements par aérostat. Mais beaucoup de gens vont se mettre à dire que si la convention interdit les bombardements par aérostat, donc depuis les ballons et les dirigeables, on peut tout à fait, avec des avions à plus lourd que l'air, à propulsion à moteur, bombarder les troupes ennemies. Et vous allez avoir quelqu'un d'assez inattendu qui va croire au bombardement et qui va plaider avant la guerre pour qu'on développe et qu'on étudie l'usage de l'aviation comme outil de bombardement, c'est Michelin. Michelin, c'est une entreprise française qui à l'époque est en plein essor. Elle fabrique des pneus, mais c'est également une entreprise qui, entre guillemets, vend la civilisation du moteur. C'est-à-dire qu'on vend les pneus, mais on vend aussi l'utilisation qu'on va en faire. Par exemple, vous voyez le guide Michelin,
c'est un très bon exemple de ça, puisque on vous vend non seulement de quoi faire marcher votre voiture, mais aussi on vous explique, on va vous dire où vous pouvez aller avec votre voiture. Donc Michelin va lancer carrément un concours, le concours de l'aérocible. Bon, là, vous voyez une des affiches publicitaires. C'est un concours avec un prix en argent qui va être donné au pilote qui réussira à jeter des pierres d'une certaine taille dans une cible d'une taille prédéfinie depuis une altitude donnée. Bon, ça reste quelque chose d'assez marginal avant la guerre, mais vous voyez qu'en fait, finalement, l'idée précède la pratique, et avant même d'avoir des avions qui peuvent embarquer suffisamment de charges pour pouvoir lancer un nombre significatif de bombes sur l'ennemi, on a déjà l'idée qu'on pourra le faire. Donc, à l'été 1914 éclate la Première Guerre mondiale, et c'est le moment où les aviateurs rentrent en guerre. Alors, les aviateurs français, même si certains avaient tendance à plaider pour le pacifisme et l'internationalisme avant la guerre, pour la plupart, ils vont se rallier. Il va y avoir un ralliement patriotique de l'Aéroclub de France à l'effort de guerre. Et pour beaucoup, ils vont faire don de leur avion à l'armée et s'engager en espérant devenir pilote. Alors, c'est quelque chose qui va pas être très agréable pour eux, même s'ils le font avec enthousiasme et avec résolution patriotique. Puisque une fois qu'ils rentrent dans l'armée, parfois, comme ils n'ont qu'un brevet de pilote civil, il faut qu'ils repassent un brevet militaire. Donc, ça veut dire retrouver la vie de caserne, marcher au pas, devoir faire son lit, faire de l'exercice. Et pour ces aviateurs, c'est quelque chose d'assez difficile à vivre. Puisque, comme on l'a dit, ce sont des sportifs, ce sont des vedettes, ce sont des gens qui ont l'habitude d'avoir une vie un peu bohème, beaucoup ce sont des casse-cous, puisque l'aviation, ça reste quelque chose d'assez dangereux à l'époque. La mort n'est jamais loin des aviateurs, et ils supportent assez mal la discipline militaire. Mais c'est comme ça qu'on va retrouver beaucoup d'aviateurs qui sont d'anciens sportifs dans les forces armées. Alors là, vous avez par exemple Marc Pourpre. Marc Pourpre, qui était une célébrité de l'aviation avant la guerre. Il est également connu parce que c'était le fils d'une très grande courtisane de la Troisième République. Là, vous voyez qu'il a détenu certains records. Il s'est engagé donc à la mobilisation, et en décembre 1914, malheureusement, il va mourir dans la chute de son avion. Et là, vous voyez que on a même pu prendre des photos qu'on n'a pas hésité à montrer dans la presse quelques années plus tard de l'avion de Marc Pourpre, puisque de la même façon qu'on le représentait en pilote triomphant qui battait des records, etc., bien, on va continuer à perpétuer ça, mais comme une sorte d'oraison funèbre, en montrant l'avion qui est vidé de son âme, vidé de son pilote. Alors, parmi ces sportifs qui se reconvertissent dans la guerre, vous avez également ce monsieur qui est donc adjudant dans l'aviation, mais qui avant-guerre était champion du monde dans une discipline sportive assez inattendue. Alors là, il est représenté en une d'un journal suite à son décès en 1918. Vous voyez que en bas à droite, vous avez la carcasse de son avion. Vous voyez qu'il y a un symbole sur l'avion qui en fait est un indice de la spécialité sportive de ce monsieur. Et donc en médaillon, vous le voyez en train de gagner le championnat du monde de Diabolo. Parce qu'à l'époque, le Diabolo est une discipline sportive, et vous avez des concours de Diabolo et même des championnats du monde de Diabolo, et c'est des gens qui jouent comme ils joueraient au tennis ou comme ils feraient de l'automobile sportive. Donc cette génération des aviateurs sportifs, elle va finalement assez vite se faire décimer dans les premiers mois de la guerre, notamment parce que ce sont eux qui prennent le plus de risques. Et c'est une génération dans laquelle il y a un aviateur qui se distingue, c'est Roland Garros, mais on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, à l'époque, l'armée reste assez sceptique, en tout cas au tout début du conflit, sur l'utilisation des avions, puisque on sait qu'on est des machines finalement assez fragiles,
par rapport aux aérostats. N'oubliez pas qu'à l'époque, on a des dirigeables et des ballons, et qui peuvent rester beaucoup plus longtemps dans les airs et qui peuvent transporter beaucoup plus de charges. Mais les avions vont très vite s'imposer puisqu'ils ont l'avantage de la rapidité, de la maniabilité, et surtout parce qu'il y a énormément de progrès qui vont être faits pendant la guerre. Alors, comment est-ce que l'aviation devient une arme de guerre? L'aviation, ça sert d'abord à observer les mouvements de l'ennemi. À l'époque, vous avez des armées immenses qui se déplacent, et si vous pouvez observer leurs mouvements par avion, bien, vous comprenez que ça vous donne un avantage extrêmement valable. Et c'est quelque chose qu'on va voir dès les premiers mois de la guerre, puisque donc, c'est que la Première Guerre mondiale, c'est pas toujours une guerre de tranchées. Ça commence comme une guerre de mouvement. Et au début, vous avez deux batailles, une sur le front Est entre Français et Anglais et les Allemands, et une sur le front Est entre Allemands et Russes. Et donc, ces deux batailles, elles sont absolument décisives pour la guerre, puisque ce sont ces batailles qui vont figer la guerre et amener la guerre de position. Pour la France, c'est la bataille de la Marne qui sauve Paris et empêche les Allemands d'encercler l'armée française. Ces batailles, elles ont été rendues, ces victoires, elles ont été rendues possibles par l'aviation, puisque dans le cas français, par exemple, c'est un avion qui a repéré que l'armée de von Kluck était en train de tourner vers le sud-est pour encercler une autre partie de l'armée française et donc éviter Paris. C'est ça qui a permis à Joffre de savoir qu'il pouvait faire une sortie depuis Paris, avec notamment les taxis de la Marne. Et c'est comme ça que la bataille de la Marne peut se faire. De même pour la bataille de Tannenberg sur le front Est. Les Russes sont rentrés en Prusse orientale avec une armée, avec deux armées immenses, mais grâce à l'aviation, les Allemands parviennent à battre ces deux armées les unes après les autres, et donc à écarter le danger pour le moment du rouleau compresseur russe. Donc l'aviation, c'est avant tout un œil dans le ciel qui permet de repérer les mouvements de l'ennemi, mais c'est pas la seule utilité d'un œil dans le ciel. À l'époque, l'artillerie a fait énormément de progrès. C'est même une des reines des batailles de la Première Guerre mondiale. C'est l'artillerie, c'est trois quarts des morts de la Grande Guerre. Et à l'époque, l'artillerie s'est développée au point qu'elle peut tirer au-delà de l'horizon. Donc, on tire quelque part à l'aveugle, au jugé. On peut très bien calculer la trajectoire et la direction du tir, mais on ne voit pas forcément ce qu'on tire. Et on ne peut même pas savoir si on a vraiment touché sa cible. Et donc, c'est là que l'aviation va avoir à nouveau une utilité. Donc, là, c'est l'aviation ou bien le ballon statique, puisque l'aviation peut observer le tir d'artillerie et avec un code prédéfini, donc en penchant l'avion d'un côté ou en agitant des drapeaux, corriger le tir de l'artillerie. Donc c'est un œil dans le ciel qui est absolument primordial. Et comme tous les belligérants ont plus ou moins des forces aériennes, ben, très vite ça va devenir important de non seulement de soi-même pouvoir observer à partir du ciel, mais aussi de s'efforcer de rendre aveugle l'ennemi. Et c'est ça qui va amener progressivement le développement d'une aviation de chasse. L'aviation, elle va également devenir de plus en plus importante pour l'observation parce qu'elle va reprendre les missions de l'arme qui traditionnellement s'occupait des reconnaissances, c'est-à-dire la cavalerie. Auparavant, c'était la cavalerie qui était l'arme mobile qui faisait des reconnaissances, qui renseignait sur le champ de bataille, mais c'est plus du tout possible puisque avec les mitrailleuses, les tranchées et l'artillerie, la cavalerie se fait décimer. Et donc, l'aviation va reprendre ce rôle et devenir extrêmement importante de ce point de vue-là. Et ça va avoir aussi l'effet que de nombreux cavaliers vont se porter volontaires pour l'aviation, et donc ils vont amener la culture de la cavalerie dans l'aviation. Alors, pour chasser l'ennemi du ciel, il vous faut une aviation de chasse, il vous faut un moyen d'attaquer les avions, soit à partir de l'artillerie, mais à l'époque c'est assez difficile, soit avec d'autres avions. Alors pour ça, vous avez plusieurs méthodes. Vous avez d'abord la technique russe, qu'on appelle la technique c'est-à-dire du bélier. Bon, je crois que vous voyez à peu près à quoi ça correspond. Il s'agit tout simplement de foncer avec son avion pour emboutir l'ennemi dans les airs, et ce qui va avoir pour effet d'effectivement détruire l'avion de l'ennemi, mais de détruire le vôtre. Et donc c'est comme ça que la toute première victoire aérienne de l'histoire est remportée, puisque c'est le pilote russe Nesterov
qui a balancé son avion contre celui d'un Autrichien au-dessus du ciel de Galicie en septembre 1914. Ensuite, bon, ça reste assez rudimentaire à ce moment-là pour se battre d'avion à avion. Et donc vous avez les aviateurs eux-mêmes qui commencent à explorer des solutions. Beaucoup d'avions, la plupart des avions à l'époque sont des triplaces ou des biplaces, ce qui fait que le pilote peut piloter tandis que le passager peut jeter des choses depuis l'avion. Donc le passager peut embarquer un revolver, éventuellement, éventuellement des briques pour les jeter essayer de les jeter dans l'hélice ou dans le fuselage de l'avion de l'ennemi. Mais encore une fois, on est sur quelque chose d'assez artisanal. Et puis, vous allez avoir deux messieurs de l'armée française qui vont avoir une idée qui va commencer à révolutionner l'aviation. Ils vont avoir l'idée de monter une mitrailleuse à l'arrière de leur avion. Donc leur avion, c'est un biplace voisin sur lequel ils se proposent de monter un mousqueton. C'est deux messieurs qui sont assez bricoleurs, ils se connaissent avant la guerre. Donc vous avez Joseph Franz, le pilote, qui est à droite, qui est à gauche, et à droite vous avez son mécanicien Louis Queneau, donc qui lui sert également de passager. Ils se connaissent d'avant la guerre, ils étaient déjà dans l'aviation puisque Franz est un aviateur sportif. Queneau était déjà son mécanicien. Il propose à leur commandant d'escadrille d'étudier la possibilité de monter une arme sur leur avion. Leur commandant leur rit au nez, leur dit que c'est de la science-fiction et que l'avion sera trop déstabilisé par le tir. Donc, ils vont tout simplement aller voir le constructeur de l'avion, Gabriel Voisin, qui procède assez facilement aux modifications et qui monte un support pour poser une mitrailleuse à l'arrière de l'avion. Donc, Queneau et Franz parcourent le ciel le 5 octobre 1914. Ils repèrent un aviatique allemand et ils lui donnent la chasse, ils le poursuivent. Et une fois qu'ils sont suffisamment proches, Franz pivote l'avion pour que Queneau puisse avoir une ligne de tir et Queneau abat l'aviatique d'une rafale. Donc l'avion tombe, Franz et Queneau se posent à côté pour examiner la carcasse. Bon, évidemment, le pilote allemand et son passager sont décédés. Ils vont être récompensés par l'état-major. Franz va recevoir la Légion d'honneur et ça va être le début de l'utilisation des armes au sein des avions. Donc, on commence par monter des mitrailleuses dans les avions, mais donc là, on a une aviation de chasse. Vous prenez des avions qui d'habitude servent à autre chose et vous les équipez pour combattre. Mais c'est pas vraiment un avion de combat puisque c'est plus une solution rudimentaire, c'est pas extrêmement pratique. C'est notamment très difficile pour viser quand vous avez d'une part le pilote qui décide de la direction de l'appareil et d'autre part le passager qui s'occupe du tir. C'est pas toujours facile d'agir pour les deux en synchronicité puisque vous êtes sur quelque chose qui bouge, mais vous tirez aussi sur une cible mouvante. Donc c'est une solution qui peut être améliorée. Cette solution, elle va être améliorée par Roland Garros. Donc Roland Garros qui était véritablement la grande star, la grande vedette, le plus grand champion de l'aviation sportive et civile avant la guerre. Garros, lui, souhaite utiliser non pas un biplace, mais plutôt un monoplace. Le raisonnement qu'il fait, c'est que pour une aviation de chasse, pour attaquer des ballons ou des avions d'observation, donc des biplaces ou des triplaces ennemis, il faut un avion qui soit maniable, un avion qui n'a pas forcément besoin d'être très grand, un avion qui soit maniable avec une seule personne à l'intérieur et qui permette au pilote de tirer, d'actionner lui-même la mitrailleuse et si possible de tirer vers l'avant pour pouvoir piloter, viser et tirer lui-même. Donc pour ça, il faut installer une mitrailleuse qui tire vers l'avant. Alors là, c'est plus difficile, c'est plus délicat que d'installer ça à l'arrière, puisque sur le devant, vous avez l'hélice. Et Garros ne peut pas surélever la mitrailleuse pour
qu'elle tire au-dessus de l'hélice. Donc, il va avoir comme idée de renforcer l'hélice. Il va faire un calcul avec les constructeurs. Il va calculer qu'il y aura environ une balle sur 3 ou une balle sur 4 qui frappera l'hélice, et que donc s'il renforce l'hélice avec une plaque blindée de déflecteurs, ça pourra protéger l'hélice et tirer vers l'avant. Donc, il teste, c'est une solution qu'il met au point en janvier 1915 et qu'il va mettre en pratique à partir du printemps 1915. Donc, il faut se rappeler qu'un aviateur militaire à l'époque ne vole pas tous les jours puisque les avions sont trop fragiles en cas de tempête. Donc, la météo peut être fréquemment un cas d'annulation des vols. Et donc, Garros utilise son tir à travers l'hélice et ça marche puisqu'il va remporter 3 victoires aériennes. Malheureusement pour lui, il va se faire capturer par les Allemands. Alors vous avez plusieurs versions de l'histoire. On ne sait pas encore avec certitude si les Allemands ont véritablement ciblé Garros et ont réussi à le capturer, ou si sa capture tient plus du hasard. En tout cas, Garros n'arrive pas à détruire son avion avant d'être capturé, et lui part en camp de prisonniers, tandis que son avion part chez Anthony Fokker, le grand constructeur allemand, celui qui travaille lui aussi sur le tir à travers l'hélice. Alors Fokker voit le système de Garros, mais ne va finalement pas tant s'en inspirer que ça, puisque lui planchait déjà sur un système qu'il a fini de mettre au point. C'est un système de synchronisation du tir de la mitrailleuse avec l'hélice. Donc c'est une merveille d'ingénierie à ce moment-là. C'est-à-dire que vous avez un mécanisme qui bloque le tir lorsque le capteur lui signale que l'hélice est devant le canon de la mitrailleuse. Et donc, vous pouvez juste tirer, vous n'aurez même pas de balles qui risqueront de fragiliser votre hélice. Vous avez juste à tirer et la mitrailleuse se bloquera toute seule si c'est risqué pour l'hélice. Donc, à ce printemps 1915, vous commencez à avoir des avions de chasse monoplace qui tirent vers l'avant sur le front de l'Ouest, et c'est ainsi que vous allez avoir le tout premier RAS de l'histoire de la Grande Guerre. Alors, cet as, c'est Adolphe Pégoud. Lui aussi, c'est une vedette de l'aviation sportive d'avant la guerre. Pégoud, si vous voulez, c'est un peu le roi de la voltige. C'est lui, il a notamment fait les premiers loopings, les premiers sauts en parachute. Il fait beaucoup d'acrobatie aérienne. Il en fait pas mal pour distraire les poilus quand il passe devant les tranchées. Et Pégoud remporte 5 victoires aériennes au printemps et au début de l'été 1915. Et avec ces 5 victoires, comme c'est un chiffre qui semble symbolique, on va lui décerner le titre d'As. Et c'est comme ça que va naître la coutume d'appeler As les pilotes, en tout cas dans l'armée française, qui ont 5 victoires confirmées. Donc Pégoud, malheureusement, va se faire abattre au cours de l'été 1915, mais le temps des As est lancé. Et vous allez avoir de plus en plus de pilotes de chasse qui vont avoir de plus en plus d'importance, puisque la technique progresse, les avions vont de plus en plus vite, on les produit de plus en plus nombreux, et vous avez de plus en plus de pilotes, et donc les batailles aériennes ne vont faire que s'intensifier, et vous allez avoir de plus en plus de combats aériens. Alors un véritable tournant là-dedans, c'est la bataille de Verdun. Donc Verdun, c'est février à novembre 1916. Donc Verdun, c'est une bataille, vous savez que c'est une bataille d'usure qui se joue entre l'armée française et l'armée allemande, mais c'est aussi une bataille qui se joue dans les airs. C'est une bataille au début de laquelle les Français sont totalement chassés du ciel parce que les Allemands ont concentré leur aviation de chasse dans le secteur de Verdun, et le général Pétain va charger de Rose, qui commande l'aviation, de lui dégager le ciel de Verdun, de lui rendre la maîtrise du ciel pour à nouveau avoir l'œil dans le ciel, qui permet d'utiliser l'artillerie et de repérer les mouvements. Alors, la bataille de Verdun, la bataille aérienne de Verdun, elle va faire rage, tout comme la bataille terrestre. Elle va aboutir à la création des premières escadrilles spécialisées dans la chasse qu'on peut envoyer dans les secteurs du front qui en ont le plus besoin. Et elle va faire émerger la première figure d'as qu'on considère vraiment comme un héros, non pas sportif, mais militaire. C'est Jean Navarre.
Alors, Jean Navarre, là vous avez son portrait. Jean Navarre, on l'appelle la sentinelle de Verdun, puisque si vous voulez, on en parle dans la presse. Il a cette réputation d'être là pour protéger les poilus, puisque la présence d'avions allemands au-dessus des tranchées signifie qu'il y a un bombardement d'artillerie qui se prépare, et donc on est extrêmement rassuré de voir Jean Navarre arriver. Jean Navarre va avoir seulement 16 victoires confirmées, mais ça c'est à cause de règles d'homologation très strictes, puisque dans l'armée française, on vous homologue une victoire seulement si vous pouvez montrer l'épave ou au moins noter où elle est tombée, et si vous avez suffisamment de témoins qui vous ont vu descendre cet avion. Jean Navarre, par ailleurs, ne revendique pas vraiment ses victoires, ce qui fait qu'il a un total assez faible par rapport à d'autres as, mais il va avoir une importance capitale, en tout cas au moins pour le moral des troupes pendant la bataille de Verdun. Voilà, vous savez que c'est aussi une guerre qui se joue dans les esprits, vous avez le bourrage de crâne et la propagande, et on va enrôler les as là-dedans pour en faire des figures protectrices qu'on peut mettre en avant. Bon, malheureusement, Jean Navarre, il va pas avoir une fin de vie très heureuse. Donc il va énormément combattre. Il va perdre son frère jumeau, Pierre Navarre, qui est également aviateur. Et il va finir par se retrouver en asile psychiatrique pendant la guerre parce qu'il devient fou. Et il va sortir en 1918 et malheureusement il va mourir en 1919 dans une tentative d'exploit aéronautique. Alors, à partir de l'été 1916, à partir de 1916, à partir de la bataille aérienne de Verdun, vous commencez à avoir une sorte de bras de fer entre les aviations de chasse allemandes et alliées. Un bras de fer qui se fait en plusieurs temps au gré des progrès de la technique. Donc, je vais essayer de vous faire un petit récap. Oui, je voulais vous montrer également l'escadrille des Cigognes, donc une des escadrilles qu'on constitue au moment de la bataille de Verdun et qui est spécialisée dans l'aviation. C'est l'escadrille la plus célèbre puisque c'est l'escadrille des meilleurs pilotes. Et donc là, vous avez une gravure assez célèbre de l'époque où vous les voyez présentés de façon légèrement caricaturée. Voilà, pour se donner avec cette image un peu aventureuse, un peu baroudeuse qu'on a à l'époque dans l'aviation. Donc, vous pouvez les reconnaître, ils ont des sortes de gimmicks chacun. Vous avez notamment Guilmer, qui est le deuxième en partant de la gauche. Voilà, celui c'est le grand dégingandé avec les cheveux en bataille. Vous avez Dorme avec sa canne au milieu. Vous avez Heurtaud qui est petit et mince avec son képi d'officier. Vous avez également Delatour à l'arrière avec son casque, etc., etc. Mais donc le match entre l'aviation française et l'aviation allemande pour la chasse, c'est un match qui se déroule donc en plusieurs temps tout au long de la guerre. Donc ça commence avec ce qu'on a dit, la capacité des Allemands à avoir des avions qui tirent à travers l'hélice et qui tirent mieux et plus de balles que les avions français. Donc là, c'est notamment le Fokker Heindecker 3 qui sort à l'été 1915, que les aviateurs français surnomment le Fléau Fokker. Un avion qui décime véritablement les ballons et les avions de l'armée française et de l'armée anglaise. Et c'est un avion auquel les Français vont pouvoir opposer à partir de janvier 1916 le bébé Nieuport. Alors, c'est le Nieuport 11. Celui-ci est exposé, je crois, au musée de l'air et de l'espace du Bourget. C'est un avion qu'on surnomme le bébé à cause de sa petite taille, mais également en signe d'affection, puisque c'est l'avion qui va permettre, notamment à Jean Navarre et aux aviateurs de Verdun, de reprendre la maîtrise du ciel et de remporter la bataille aérienne de Verdun. Donc le bébé Nieuport de l'hiver 1916 donne de très bons résultats. Et puis arrive, côté allemand, le Albatros Détroit de novembre 1916. C'est un avion qui va, à nouveau faire pencher la balance du côté allemand. Donc, même si la bataille de Verdun est une victoire pour l'armée française, l'aviation française va à nouveau souffrir à cause de cet avion. Cet avion qui va être responsable à partir du printemps 1917 de très très lourdes pertes pour l'armée française, que l'avril 1917 est surnommé l'avril sanglant. C'est également à ce moment-là que beaucoup de grands as, comme Dorme, puis quelques mois plus tard Guilmer, vont se faire abattre.
Et c'est à l'été 1917 qu'on pourra commencer à avoir des avions qui tiennent la route face à l'Albatros Détroit. Et c'est notamment les avions SPAD, donc le SPAD 7 et le SPAD 13 pour ce qui est de l'aviation française. Donc là, vous avez le SPAD 13 de Guinmer. Il est orné avec une cigogne, donc les cigognes comme parce que Guinmer fait partie de l'escadrille des cigognes. Cette cigogne est celle de Guinmer, c'est-à-dire chaque aviateur a une cigogne différente peinte sur son avion. Et c'est un avion qui est peint en ocre et qu'on surnomme le Vieux Charles et qui est donc reconnaissable sur le champ de bataille, qui devient une sorte de symbole patriotique pour les Français, enfin, jusqu'à ce que Guinmer se fasse abattre le 11 septembre 1917. Du côté anglais, vous avez également un avion un avion de chasse qui donne d'autres très bons résultats, c'est le Sopwith Camel qui sort à peu près en même temps. Alors on l'appelle le Camel parce que je ne sais pas si vous arrivez à voir sur ce modèle, mais au-dessus du siège du pilote, dans l'aile, vous avez une sorte de petit renfoncement qui fait comme une bosse sur l'avion, d'où le surnom de Camel que lui donnent les Britanniques. Donc les SPAD et les Camel, c'est les avions c'est les avions de chasse qui vont permettre aux Alliés de l'emporter de plus en plus à la fin de la guerre, même si les Allemands n'ont pas dit leur dernier mot. Vous allez également avoir à partir de l'été 1917 le Dreidecker, donc le triplan. Alors, c'est un triplan, donc c'est un avion qui est très difficile à piloter, mais qui est extrêmement maniable et qui peut faire des acrobaties comme nul autre. Et c'est un avion qui va équiper les escadrilles de chasse allemandes, ce qu'on appelle les Jasta, et notamment la plus célèbre, la Jasta de Manfred von Richthofen, qu'on appelle le Baron Rouge, puisqu'il a un avion peint en rouge. Et Manfred von Richthofen, c'est le plus grand as allemand de la Première Guerre mondiale, avec plus de 80 victoires au compteur, avec des règles d'homologation qui sont moins sévères que dans l'armée française, donc un chiffre qui est davantage sujet à caution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à mesure que la guerre avance, vous avez de plus en plus d'avions dans le ciel, et en 1918, vous avez d'immenses concentrations de troupes dans les airs. Vous avez des véritables batailles aériennes, vous avez une hécatombe parmi les jeunes pilotes, et les as confirmés enchaînent les victoires, parfois 3, 4, 5, 6 en un seul jour. C'est vous dire à quel point on a de plus en plus d'avions dans le ciel. Et puis, à partir de l'été 1918, les Allemands commencent à être à court de matériaux et de carburant. Pour les matériaux, c'est pas encore très dérangeant puisque à l'époque, construire un avion ne prend pas beaucoup de matériaux. Bon, vous avez quand même le problème des moteurs, puis vous avez surtout le problème du carburant. Et à partir de l'été 1918, les Allemands se mettent à siphonner les avions qui s'écrasent pour récupérer le carburant et faire des économies. Donc, ce grand match entre l'aviation française et l'aviation allemande, il va pouvoir permettre de faire émerger plusieurs individualités combattantes, plusieurs aviateurs que la propagande va mettre en avant pour redonner espoir, pour redonner courage et insuffler du moral à l'armée française. Et donc vous avez des figures qui ressemblent un peu à des personnages de films. Alors, vous avez par exemple Charles Ningessé, le hussard de la mort. Alors Charles Ningessé, au début de la guerre, il est dans la cavalerie, donc il fait partie des hussards. Il accomplit un exploit digne d'un film américain au tout début de la guerre, puisqu'il repère une automobile allemande qui porte les marques du commandement. Il la prend en chasse à cheval, et il abat tous les occupants au pistolet, et il récupère la voiture et les documents top secrets de l'état-major allemand qui se trouvaient dedans. C'est un coup d'éclat qui lui permet ensuite d'être muté dans l'aviation. Bon, l'aviation, c'est une affectation extrêmement demandée par les cavaliers et les fantassins, puisqu'ils ont à tort ou à raison l'idée qu'ils s'ennuieront moins et qu'ils seront moins exposés aux dangers dans l'aviation. Ça, c'est en partie vrai, puisque les aviateurs ont des conditions de confort qui sont bien meilleures que celles des fantassins dans les tranchées. Ils combattent pas tous les jours puisqu'ils sont dépendants de la météo, mais ils ont un taux de perte qui est équivalent, voire supérieur à celui de l'infanterie. Et vous avez beaucoup de fantassins qui partent dans l'aviation, mais qui ensuite préfèrent retourner dans l'infanterie, puisqu'ils sont trop terrifiés à l'idée de piloter et de s'écraser, puisqu'ils se rendent compte que si vous avez quelques pilotes qui sont très très forts,
vous avez une énorme masse de gens assez médiocres et mauvais et qui deviennent du gibier pour les As. Donc, Ningessé fait partie de ces pilotes d'exception qui font beaucoup plus de victimes que les autres, qui acquièrent suffisamment d'expérience, suffisamment de maîtrise pour avoir des scores extrêmement élevés. Donc, Ningessé, on le surnomme le hussard de la mort à cause de son exploit. Vous voyez que lui, sur son avion, donc il a fait peindre un cœur avec une tête de mort, un cercueil et les trompettes de la mort. Et Ningessé, c'est quelqu'un qui est absolument dingue de combat aérien. Ningessé, c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance puisqu'il s'écrase plusieurs fois, mais il survit à chaque fois. Il est souvent blessé, il a souvent les jambes, les bras dans le plâtre, et ça arrive qu'il se fasse porter jusqu'à son avion, parfois en menaçant les infirmiers avec son arme, parce qu'il veut retourner au combat. Et il va même réussir à survivre à la guerre avec plus de 35 victoires, et il va détenir à un moment le titre d'As des As. L'autre autre aviateur français extrêmement célèbre, peut-être même le plus célèbre, c'est Georges Guinemer. Alors Georges Guinemer, lui, il est As des As à partir de 1917 et le reste jusqu'à sa mort le 11 septembre. Lui, il a plus de 50 victoires, en tout cas de 50 victoires confirmées. Et Guinemer, c'est celui que la propagande française met le plus en avant. On le met en avant d'abord parce que, tout simplement, en termes de score, c'est l'As des As. Guinemer se prête beaucoup à ce jeu, voilà, en se portant toujours volontaire pour des missions, en pourchassant toujours l'ennemi au péril de sa vie. Mais Guinemer, on va également en faire un symbole patriotique. C'est-à-dire que on met en scène son histoire. Guinemer, c'est quelqu'un qui a une histoire un peu à la Captain America, si vous voulez. C'est quelqu'un qui est très maigre, qui avait été refusé dans l'armée parce qu'il a une constitution physique trop fragile, et qui, à force de persévérance, avait réussi à rejoindre l'aviation, qui était un élève pilote très mauvais. On l'appelait le roi de la casse, puisqu'il cassait énormément de machines au centre d'entraînement. À force d'acharnement, il a réussi à obtenir son brevet de pilote. Et ensuite, à force d'intrépidité, il a pu acquérir suffisamment d'expérience pour devenir un bon pilote de chasse. Et à partir de là, l'expérience aidant, c'est devenu l'As des As de l'armée française. Donc Guilmer va devenir véritablement une vedette. C'est une vedette qui dépasse le monde de l'aviation, et c'est une vedette vraiment nationale. Il est reçu en grande pompe par le président de la République quand il reçoit ses décorations. Il sort avec des actrices très connues. Il y a des interviews de lui, il y a des enfants qui sont nommés d'après lui. On lui construit des statues, on lui envoie des milliers de lettres tous les jours. Et quand Guinemer se fait abattre le 11 septembre 1917, on se rend compte en fait que quelque part c'est dangereux d'avoir un tel symbole qui combat, puisqu'on n'est pas à l'abri qu'il meure. En tout cas, quand Guinemer meurt, l'armée française lit sa dernière citation et le qualifie de héros légendaire tombé en plein ciel de gloire, et en fait un véritable martyr, un combattant sacré. Beaucoup de parallèles plus ou moins conscients sont faits avec Jeanne d'Arc. Là, vous avez un vitrail en souvenir de Guinemer avec son nom qui est écrit en bas. Puisque voilà, le traitement de Guinemer, on le rapproche des héros qui ont sauvé la France dans l'histoire, donc Sainte-Geneviève ou Jeanne d'Arc, et on en fait une figure un peu christique. Beaucoup disent que Guinemer n'est pas mort, Guinemer est simplement monté tellement haut qu'il ne peut plus redescendre. Et puis vous avez Henri Bordeaux de l'Académie française qui va écrire un éloge absolument dithyrambique, une biographie très très mielleuse de Guinemer. Vous allez avoir des tableaux, des statues, énormément de mémorialisation qui va être faite autour de Guinemer. Cet héroïsme, cette héroïsation des aviateurs, il est mis en œuvre non seulement par la presse généraliste, mais aussi par une presse spécialisée. Vous vous rappelez que l'aviation, c'était un sport avant la guerre, sport donc avec une presse sportive spécialisée, et cette presse sportive, pendant la Grande Guerre, en fait, elle va se recycler, ça devient une presse militaire, mais la presse de l'aviation militaire. Donc, c'est un journal qui s'appelle La Guerre aérienne illustrée, fondé par Jacques Mortan, et ça va devenir le journal des aviateurs. Vous pouvez le lire sur Gallica, il y a quasiment tout qui est numérisé.
et vous pouvez tomber sur des documents comme celui-là. Donc ça, c'est une double page centrale du numéro 100 de la guerre aérienne illustrée. C'est quelque chose qui a été envoyé par un des lecteurs, donc qui est aviateur dans les forces françaises, et qui s'est rendu compte que il avait un appareil photographique et qu'il pouvait s'en servir pour prendre des photos de lui, puisqu'il y a un rétroviseur dans l'avion. Donc en fait, il a tout simplement pris des selfies en avion et il s'est observé en combat. Et donc il a fait ce montage où il essaye de décomposer comme un cinématographe son attitude, l'état d'esprit qu'il a au moment du combat. Donc ça se lit de la droite vers la gauche. Donc à droite, vous avez la première vignette qui dit là il y a du Bosch. Au milieu, vous avez celle qui dit salaud, j'aurai ta peau. Et à droite, à gauche, pardon, vous avez la jubilation de voir l'ennemi qui tombe en flammes. Et là, vous voyez qu'on n'a pas peur de dire qu'on se réjouit de la mort de l'ennemi, puisque l'aviateur est véritablement devenu un combattant et non plus un sportif qui respecte son adversaire. L'aviation ainsi, elle se généralise sur tous les fronts. Vous l'avez un peu partout, et puis vous avez de plus en plus d'avions dans le ciel, comme on le disait, et ça se voit par exemple avec René Fonck. Donc, René Fonck, c'est l'as des as final de la Grande Guerre, 75 victoires homologuées au 11 novembre 1918. C'est un as qui reste d'abord dans l'ombre de Ningessé et Guilmer pour la plus grande partie de 1916 et 1917. Mais à partir de 1918, là, c'est lui qui est le plus expérimenté, c'est lui qui va acquérir le plus de victoires, et il va acquérir un nombre extraordinaire de victoires en un temps record. Là, vous avez la journée du 21 mai 1918. Vous voyez que c'est une journée où il a remporté 6 victoires. Au début de la guerre, il fallait des mois pour accéder au titre d'as, pour remporter 5 victoires. Et là, vous voyez que désormais, il y a tellement d'avions dans le ciel que en une journée, vous pouvez abattre 6 ennemis, comme l'a fait Fonck. Vous voyez que ça a été 2 triplés, un vers 16h et un vers 19h. Et vous avez également sa signature et sa photo en médaillon. Donc là encore, on a un montage qui tient de la presse sportive, mais qui est utilisé pour mettre en exergue des combattants. Parmi les as qui vont être mis en avant dans cette presse, vous avez également René Dorme. René Dorme, donc c'est celui avec la canne dans l'escadrille des cigognes. On le surnomme le père d'Orme, puisque la presse dit qu'il a l'allure d'un pêcheur à la ligne, une gentille tête de fonctionnaire, de quelqu'un d'assez bonhomme. Et Dorme se fait abattre au printemps 1917, et il y a un numéro spécial de la guerre illustrée qui sert un peu d'enterrement de papier, qui montre que l'aviateur est vraiment devenu un héros qui combat pour la patrie. Cette héroïsation par une presse sportive, elle va avoir aussi des effets pervers. C'est-à-dire qu'on se met à traiter des héros militaires comme des vedettes sportives, mais on va aussi se mettre à faire des sortes de mélange des genres. Dans cette presse va apparaître l'idée que les aviateurs méritent des récompenses pour leur valeur militaire. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de victoires qu'ils remportent, ou puis on peut pas faire de jaloux, en fonction du nombre de bombardements qu'ils réussissent, en fonction du nombre de missions d'observation qu'ils accomplissent, etc., eh bien, on devrait les récompenser, avoir un critère de mesure objective, comme dans une compétition sportive, comme avec cette idée d'arbitrage, pour les récompenser. Alors en France, on a tendance à plutôt récompenser les aviateurs avec des grades et des décorations, médailles militaires, croix de guerre, légion d'honneur. Mais en Italie, là, on n'hésite pas à les récompenser avec de l'argent. Donc là, vous avez une page du journal Nel Cielo. C'est un journal italien qui donc est consacré aux aviateurs italiens de la Grande Guerre. C'est un journal qui organise des concours, le concours des chasseurs du ciel, le concours des mitrailleurs, le concours du bombardement de nuit, etc., et qui la récapitule, qui rappelle qu'il a 69 000 lire de prix à distribuer, et que les vainqueurs pourront bientôt réclamer leurs prix, qui sont richement dotés, puisque ça, ce sont des sommes
assez conséquente pour l'époque. Ça peut représenter plusieurs années de salaire pour un soldat. Alors, à la fin de la guerre, eh bien, les Alliés gagnent. Donc, on l'a dit, les Allemands n'ont plus de machines, ils ont plus de carburant. Les Alliés ont une suprématie aérienne totale. Désormais, ils peuvent aller mitrailler les tranchées sans rencontrer de résistance puisque le Baron Rouge est mort. Les Allemands n'ont pratiquement plus d'avions. Et c'est ainsi que on peut, à la fin de la guerre, proclamer une victoire non seulement militaire dans toute la nation, mais également dans le monde de l'aviation. On proclame la victoire de l'aéronautique française et on met en avant dans ce numéro de Noël de 1918 de la guerre aérienne illustrée, René Fonck, qu'on appelle le Vengeur, puisqu'il a vengé effectivement un grand nombre d'as français en abattant des pilotes allemands. Sur ce numéro. Donc, avec cette victoire, l'aviation va se sentir légitimée. Dans la guerre aérienne illustrée, on prépare déjà l'après-guerre. On veut rappeler que il faut que les pilotes militaires ne soient pas forcément tous démobilisés, qu'il ne faut pas vendre tous les avions après la paix, qu'il faudrait au contraire continuer à développer l'aviation, créer des postes d'instructeurs, recruter de façon permanente ceux qui s'étaient engagés pendant le conflit, etc., etc. Malheureusement, ça ne va pas pouvoir se faire puisque vous allez avoir tout comme il va y avoir une démobilisation de l'armée française, il va y avoir une démobilisation de l'aéronautique française qui va se séparer de bon nombre de ses avions, de bon nombre de ses pilotes. Et c'est pour ça que en France, ce qui va se développer, c'est surtout l'aviation civile dans l'entre-deux-guerres. Mais en tout cas, ça a permis déjà de prouver que l'avion fonctionne, qui peut avoir un usage militaire de première importance. Ça a permis également de catalyser les progrès. On a fait d'énormes progrès au cours de la guerre. Les avions vont de 3 à 4 fois plus vite, 3 à 4 fois plus haut. Ils peuvent transporter beaucoup plus de matériel. On peut les produire en beaucoup plus grande quantité et on a beaucoup plus de pilotes. Et donc, on a désormais beaucoup plus de matériaux pour continuer à développer l'aviation. Et puis, on a ainsi intégré l'aviation à la mémoire nationale. Les morts de l'aviation sont devenus les morts de la nation. Donc vous allez avoir d'une part la création d'une sorte de panthéon de l'aviation, mais qui devient une partie du panthéon national en général. Et vous avez un début de mémorialisation de l'aviation, puisque beaucoup de ces aviateurs vont donner leur nom à des bases, à des hangars, à des modèles, etc. Et vous allez avoir aussi une efflorescence éditoriale, avec des volumes comme par La guerre des nus par ses morts, donc qui est par ce montage assez pompier que vous voyez là sur cette double. Vous avez Fonck, vainqueur, le plus grand pilote français de la Grande Guerre, qui va se servir de porte-étendard au défilé de la victoire de 1919. Donc là, parmi les nuages, parmi toutes les photos de navigateurs disparus au cours du conflit. Je vais avoir un peu de temps pour prendre vos questions, mais malheureusement, j'ai des familiales qui font que je vais devoir bientôt laisser. Merci beaucoup, Zach. C'était passionnant. Vraiment. C'est mon sentiment, en tout cas. Je ne sais pas s'il est partagé. Bah, tout le plaisir pour moi. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez prendre le micro ou par chat. Hein, il est... De rien, Roman. Donc, si j'ai bien compris, Fonck, c'est le seul qui survit, en fait. Alors non, Fonck, c'est pas le seul qui survit. T'en as d'autres qui survivent. Par exemple, Nain GC va survivre. Heurtaud va survivre. Védrine va survivre. Alors, bon, Navarre et Védrine, eux, ils meurent en 1919 dans des tentatives. Nain GC, il meurt dans l'entre-deux-guerres. Ah, c'est une excellente question, Romain. Védrine, on a autant, parce qu'on a une résidence qui s'appelle Védrine à l'ENAC. Alors, est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de Védrine, d'ailleurs, tiens, au passage? Alors, je vais répondre à ta question, puis ensuite je répondrai à Romain. Alors, Védrine, attendez, je vais essayer de vous trouver une photo de sa bobine.
Alors, Védrine, c'est quelqu'un qui, au départ, était un mécano, qui ensuite est devenu pilote sportif, puis pilote militaire, et qui a fini par devenir un des as de l'aviation française. Alors lui, il faisait pas que de la chasse, mais c'était une figure très centrale puisqu'il connaissait tous les aviateurs. Si tu veux, c'était une vedette déjà avant. Donc c'est ça aussi qui fait qu'il était connu. Il était très connu des journalistes. Jacques Mortan, le type qui fait la guerrienne illustrée, c'est un ami personnel de Védrine. Et donc, voilà, c'est pour ça que Védrine est rentré un peu dans les noirs. C'est aussi que Védrine est mort en 1919. Donc, si tu veux, il est mort en plein dans la vague de mémorialisation de la Grande Guerre. Et donc, Mort de quoi, lui, du coup? lui, il s'est écrasé dans une tentative malheureusement, j'ai un trou de mémoire, mais une tentative de record. Mais c'est lui qui avait réussi à se poser sur le toit des Galeries Lafayette avant. Et donc, la question sur René. Donc, la question de Romain, comment explique-t-on que René Fonck ait eu si peu de reconnaissance après sa mort? Donc, alors, René Fonck meurt en 1953. Dans l'entre-deux-guerres, il continue à piloter, il essaye de monter quelques affaires, notamment par exemple les automobiles Fonck, qui s'associent à des projets de traversée de l'Atlantique ou des choses comme ça. Si vous voulez, il continue à courir après la célébrité et l'argent, mais avec pas énormément de succès, même s'il garde quand même une certaine aura. Si vous voulez, Fonck, ce qu'il y a, c'est qu'il a déjà, au départ, il a été moins célèbre que Guilmer, parce que c'était un personnage beaucoup plus réservé, beaucoup moins enthousiasmant aussi que Guilmer. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui se bat avec acharnement et qui prend tous les risques et qui s'écrase plusieurs fois et qui survit à chaque fois, bon, jusqu'au moment où il ne survit plus. Quelqu'un qui économise pas sa peine, qui a une dimension un peu à la fois christique mais aussi romantique, tandis que Fonck, c'est plutôt un chasseur, c'est quelqu'un qui reste extrêmement calme, qui a une grande maîtrise de lui, qui a une hygiène de vie spartiate. Fonck, c'est quelqu'un qui vole très très haut et qui descend en piqué en coupant son moteur pour descendre très discrètement ses adversaires. Donc Fonck, il a été moins mis en avant pendant la guerre que Guilmer. Ça, c'est le premier facteur. Ensuite, le deuxième facteur est le plus important. C'est tout simplement la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que Fonck a fait les mauvais choix dans celle-ci, puisqu'il a été collabo. À un moment, il s'était porté volontaire auprès du maréchal Pétain pour aller attaquer l'Angleterre. Voilà, si vous voulez, il s'est tout simplement rallié au maréchal Pétain. Il a été considéré comme collabo. Bon, ça n'a pas été un grand collabo dans le sens où il a pas eu assez d'importance pour faire de choses vraiment criminelles. Mais voilà, plus personne ne voulait le considérer comme un héros après la guerre, d'autant plus que la Deuxième Guerre mondiale a elle-même généré des héros aéronautiques et donc des gens qui ont pu remplacer Fonck. Alors, si vous voulez en savoir plus sur René Fonck, il y a un livre qu'il faut absolument que vous lisiez. C'est René Fonck, du mythe à l'oubli, de Damien Acoulon. Je vais vous l'écrire dans le chat. Là, Coulon, c'est un des prochains conférenciers qu'on aura. Donc, il va nous en parler, si vous voulez, 10 minutes de René Fonck, c'est sa marotte. Très bien. Damien pourra aussi vous parler du devenir des As après la guerre, puisque voilà, certains vont rester pilotes, certains vont retourner à la vie civile, certains vont rester dans le milieu de l'aéronautique, vont devenir parfois même très célèbres. Et donc c'est ça qu'il étudie dans sa thèse, donc il pourra vous parler du devenir des As après la guerre. Effectivement, avec une conférence sur les années 20 et 30 de l'aviation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y en a pas, puisqu'il faut libérer Zachary, moi je vous invite la semaine prochaine à venir. Alors, nous avons la semaine prochaine une conférence très intéressante par Jean-Emmanuel, je ne sais pas s'il est encore parmi nous, sur les aéroports parisiens, l'histoire d'Orly. Nous aurons également la suite de Olivier, l'histoire de l'aviation.
18. On aura la suite, toujours par aujourd'hui, suivi encore la semaine d'après par une conférence sur le match Boeing-Airbus. Pourquoi est-ce que aujourd'hui Boeing a un peu de mal et l'explication de la crise du Boeing 737. J'ai encore d'autres conférences pour la suite. On devrait retenir même au-delà. On me fait signe que j'ai encore, je crois que j'ai le temps de prendre encore une question. Oui, tac. Vas-y, Je crois que j'ai le temps de prendre encore une question si jamais quelqu'un en a une. D'accord. Et toi, d'ailleurs. sinon, cette conférence, comme la précédente, est sur YouTube. Je vous envoie à tous le lien de la chaîne YouTube que j'ai créée, sur laquelle je mets au fur et à mesure toutes les conférences qui passent. Merci beaucoup à vous. Eh bien, merci beaucoup à vous. Merci à toi, Olivier, encore une fois. Merci d'être avec nous en ligne. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles conférences sur l'aviation. Attendez, pardon. Est-ce pendant la Première Guerre mondiale que le poignard est instauré dans l'armée de l'air? Alors, l'armée de l'air, en fait, l'armée de l'air n'est pas créée dans la Première Guerre mondiale. Dans la Première Guerre mondiale, on a une aéronautique militaire, on a une arme aérienne, mais ce n'est pas une armée de l'air indépendante. Ça, c'est créé dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30. La Première Guerre mondiale, c'est la cavalerie, en fait. C'est rattaché à la cavalerie. Alors non, en fait, au début, tu as une dispute entre l'artillerie et le génie pour savoir de qui l'aviation relève. Et du coup, tu as une aviation du génie, une aviation de l'artillerie. Et puis ensuite, on va rattacher l'aviation d'une part à l'artillerie, effectivement, mais ensuite au commandement aux différents états-majors d'armée, de corps d'armée ou centrales. Ce qui va permettre en fait à chaque grande unité d'avoir une aviation qu'elle peut répartir un peu où elle veut. Et en plus, on va créer une réserve aéronautique d'état-major qui peut être engagée sur les secteurs les plus sollicités. Mais après, les aviateurs gardent notamment le grade et parfois même l'uniforme de leur arme d'origine. Et justement, ils vont se battre et revendiquer le fait d'avoir au moins une tenue distincte, ne serait-ce que parce que c'est plus pratique pour piloter. Bien. Merci, Zach. À la semaine prochaine. Attendez, Paul, comment évolue la tactique dans l'aviation pour répondre très rapidement, vous parlez de la chasse ou de l'aviation en général? C'est-à-dire si vous voulez, vous avez plusieurs façons de chasser. Vous avez donc en général les escadrilles de chasse, elles patrouillent. C'est-à-dire que vous avez un secteur où les Français déploient des ballons et des avions d'observation et donc l'aviation de chasse vient pour patrouiller puisqu'on s'attend à ce que l'ennemi ou parfois on passe à l'offensive et on va au-dessus des tranchées allemandes pour attaquer l'aviation allemande. Il va falloir que je vous laisse, mais pour répondre de façon très simple, ça dépend. Vous avez plusieurs façons de chasser, ça dépend ce qu'on chasse, ça dépend combien on est, ça dépend à quel moment de la guerre également on est et de quels avions on dispose. Mais on aura l'occasion d'en reparler, j'espère. Bon, très bonne soirée à tous et au revoir.